Le cercle RH chez les experts de Smart Job pour commenter, observer l'actualité et les chiffres de l'économie, évidemment. On va parler des chiffres de la croissance, des chiffres du chômage, et puis on reviendra, parce qu'on en parle beaucoup sur ce plateau, du contrôle des demandeurs d'emploi par Pôle emploi, qui ont déjà remis quelques éléments chiffrés pour savoir où en étaient réellement ces contrôles, le nombre de contrôles et le nombre de personnes qui ont été contrôlées négativement, c'est-à-dire qui ont été radiées. On fera le point, évidemment, et ça démonte un petit peu les fantasmes qu'on avait sur ces demandeurs d'emploi qui, disait-on, ne chercheraient pas activement un emploi. Mes invités sont là. Marine Balançard, merci d'être là. Vous êtes directrice générale du cabinet de formation et de conseil Ariséal. Merci, et spécialiste, en tout cas, très intéressée sur la notion de décision. Je ne sais pas si on verra votre livre, mais vous avez écrit un livre sur cette question. Absolument. Merci d'être là. Cyril de Kéral, merci. Bonjour Cyril, PDG de Powell Software et membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. On parlera de l'étude Robert Half, je ne l'ai pas dit, sur les cadres qui demandent à leur patron, écoutez, il va falloir qu'on soit augmenté assez rapidement. Ils ont pris un peu le pouvoir, les cadres, c'est ce que nous dit Robert Half. Ils ont la main, le marché bouge pas mal et ils peuvent évidemment faire monter leur salaire. Et puis Jean-Christophe Sibéras, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est la première fois que vous venez dans le cercle des experts, président de New Bridges, je l'ai bien dit parce qu'il y avait un S. Et puis auparavant, vous avez une carrière intéressante, vous avez été directeur des relations sociales d'AXA, directeur des ressources humaines de Renault, je ne dis pas de bêtises, et comme ça, là, en préparant l'émission, vous m'avez dit que vous aviez été RH de Pôle emploi. Oui, j'étais le premier DRH de Pôle emploi quand Pôle emploi a été créé en 2008. Quel métier ? En 2008, c'est-à-dire au moment où on a fusionné. Oui, j'ai fait la fusion, j'ai travaillé sur la fusion et j'étais donc le premier DRH de cet organisme. La NPE et les ACDIC. Oui, c'est ça, la fusion NPE-ACDIC, donc qui a eu lieu en 2008. Choc de culture. Ah oui, non mais c'était incroyable. Effectivement, comme c'était une fusion forcée, parce ni les gens de la NPE ni ceux de la CEDIC voulaient se fusionner. Par contre, il y avait une volonté politique extrêmement forte de Nicolas Sarkozy. Il avait été élu sur notamment cette promesse, et cette promesse, il l'a mise en œuvre, envers et contre tout, parce que c'était en pleine crise de 2008. C'est vrai. Et c'était pas le très bon moment, mais ça, il ne pouvait pas le prévoir, puisque la campagne avait eu lieu en 2007. Bon, la fusion s'est faite. Aujourd'hui, quand même, plus personne réclame la scission et la séparation. C'est vrai. Voilà, c'est le guichet unique. Et le mariage s'est fait la bonne idée, entre ceux qui comptent et ceux qui orientaient les demandeurs d'emploi. Quelques chiffres, parce que vous avez vu, c'est les chiffres de l'INSEE. Le ministre de l'économie l'avait évoqué. Il a dit, vous allez voir, les chiffres sont bons, la croissance. Je ne le dis pas, puisque les chiffres nous sont parvenus. On va commencer par les chiffres de la croissance. Plus 6,7 en 2021. C'est un chiffre évidemment de rattrapage parce qu'évidemment la crise Covid, d'accord, mais l'INSEE prévoit plus 3 en 2022. J'allais dire, c'est du jamais vu. Et puis, enchaînons, puisque c'est intéressant aussi de lier les deux. Le taux de chômage en France qui baisse. Dernier trimestre de 2021, 7,8. Premier trimestre 2022, 7,7. Donc ça baisse toujours. Et puis, deuxième trimestre 2022, 7,6, jusqu'en juin, où l'INSEE dit que le chômage baissera. Dans quel état d'esprit vous vous situez, Marine Balançard, quand on vous propose ces chiffres ? Vous dites, on ne ment pas, enfin en tout cas quand on entend qu'on est dans une reprise économique dynamique, c'est pas contestable. Oui, effectivement, il y a une reprise économique, enfin il y a une bonne dynamique. Donc les mesures du gouvernement ont porté leurs fruits, le tissu économique ne s'est pas délité. Mais la croissance, c'est surtout de la confiance. Et moi, et c'est pas que des chiffres, c'est aussi du psychologique. Et il se trouve que le moral des décideurs est en train de dévisser. C'est quoi ? C'est lié au confinement, au risque de Covid ? C'est lié au risque du variant Omicron. Oui. C'est lié au fait qu'il y a des gros risques d'inflation, d'un fort ralentissement de la croissance, parce qu'on n'arrive pas à s'approvisionner. Et c'est lié au risque de fortes tensions sociales qui minent la France, parce qu'en fait, rien n'a été réglé. On avait quand même, il y a 2 ans ou 3 ans, les gilets jaunes. Et en fait, c'est sous-jacent. On voit des grèves qui arrivent à la SNCF. Et avant la loi travail, rappelons-le. Voilà. Et en fait... la croissance n'est rien sans la confiance. Et en fait, voilà, c'est ça que je regarde, c'est l'aspect psychologique des décideurs. Croissance et n'est rien. Je fais référence au baromètre Via Voice, oui. Je sais, qui est sorti aujourd'hui. C'est vrai que c'est un baromètre très intéressant parce qu'il prend les données psychologiques et l'état d'esprit des décideurs et des chefs d'entreprise. Croissance sans confiance, ça ne marche pas. Et j'allais dire, sans partage des richesses, ce n'est pas pour faire le lien avec Robert Half dans quelques instants, mais il y a un peu de ça quand même. L'économie cartonne, les entreprises disent nous on est à plein régime pour beaucoup d'entre elles, on a du mal à recruter, les chiffres sont bons et en même temps on a un climat social qui n'est pas sain.
Oui, mais c'est vrai. Enfin, je pense que Marine a raison. Le climat, c'est le climat. Vous faites partie de ces patrons ou des chefs d'entreprise qui n'ont pas le moral en ce moment, qui ont des doutes en tout cas. Moi, je trouve que c'est plutôt bien orienté. Et moi, je suis même plutôt agréablement surpris parce que quand on avait le ministre de l'économie et des finances nous avait dit il y a 2 mois, le problème vraiment chaud, c'est l'approvisionnement. Donc c'est vrai que c'est un problème. Mais on voit que finalement, malgré ces problèmes d'approvisionnement, on a quand même la croissance qui se maintient quand même toujours. Mais sauf qu'il y a un reconfinement en Chine sur une région entière, avec l'arrêt d'entreprises qui sont cotées là-bas. Oui. Et on voit qu'on risque de... Mais oui, on risque de... Oui, on a ce risque. Mais en tout cas, moi, ce que je trouve qui est fondamental dans cette période-là, après on peut voir, on verra ce que ça va donner. Peut-être que derrière, la croissance va continuer. Moi, c'est ce que j'espère. Et par contre, je pense que le vrai sujet, c'est justement de tirer avantage de cette croissance pour commencer à rembourser la dette qu'on a créée aussi. Parce qu'en fait, on a surinvesti là, effectivement, pour que la croissance continue. Mais du coup, il faut qu'on retire les bénéfices de cette croissance. Et donc, en fait, je pense qu'il faut qu'on prenne des décisions. On parlera tout à l'heure des contrôles du chômage. Je pense que c'est bien de prendre des décisions qui permettent de contrôler les dépenses publiques, quoi. Donc en fait, c'est toujours un peu le défaut, je pense, qu'on a eu en France, c'est que on investit, on met de l'argent pour bien avoir de la croissance, et quand on l'a, on oublie de refaire des économies. Donc en fait, j'espère qu'on va le faire, quoi. Voilà. C'est un débat. Encore que le chômage, c'est de la cotisation, Cyril. Oui. C'est pas tout à fait de la dépense publique pure. C'est mais enfin, c'est assurantiel. Oui. Dans quel état d'esprit quand c'est déficitaire, le régime, il faut bien le payer, quoi. Oui, non, mais bien sûr. De toute façon, cette dette, il va falloir quand même arrêter de la faire rouler et commencer à la rembourser. Dans quel état d'esprit? Parce qu'il y a le dernier chiffre que je voulais vous montrer. Alors, la croissance est en hausse, plus 3. Le chômage baisse doucement, mais il baisse. La ministre du Travail était sur notre plateau. Elle évoquait l'hypothèse d'un plein emploi, alors pas en mars 2022, mais l'idée c'est qu'on allait vers le plein emploi à 5,5, mais on a une inflation qui est à 2,7, qui est quand même une inflation qui est en train de légèrement progresser doucement. Vous êtes confiant, vous faites partie de ceux, parce que vous accompagnez aujourd'hui dans New Bridges des entreprises, elles sont confiantes, elles se disent après tout, on est dans une très bonne dynamique? Oui, il faut quand même le dire, globalement... Les chiffres, ils viennent de sortir. Bon, l'avantage avec l'INSEE, c'est qu'au moins, c'est des gens sérieux en matière de chiffres. Ils réfléchissent et ils travaillent beaucoup avant de sortir des chiffres. C'est sérieux, oui. Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui donnent des chiffres, mais là, pour le coup, quand c'est l'INSEE, je salue parce que c'est très important la qualité de la statistique publique, parce que c'est ça qui permet d'avoir confiance, justement. Il y a des pays où les statistiques publiques sont manipulées par les gouvernements, et c'est pas le cas en France, et on doit quand même s'en féliciter. Je le cite au passage parce que ça se dit pas. Ça, c'est des chiffres solides. Voilà, on s'appuie dessus. Non, mais franchement, avec la crise qu'on a vécue, qu'on en soit là, extraordinaire. 2, ces chiffres sont plus élevés encore que les prévisions qui avaient été faites, puisqu'on n'était pas à plus de 6% il y a encore quelques mois en prévision. Et malgré la crise des semi-conducteurs qui frappent l'automobile comme jamais en termes de capacité de production, et quand on sait, dans un pays comme la France, l'impact sur le PIB de l'automobile avec tout le système autour de l'automobile, et que malgré ça, cet à-coup très difficile sur l'automobile, on se retrouve à des chiffres pareils, c'est tout à fait intéressant. Et vraiment, je crois que... Et ça... Ceci dit, disons-le, c'est pas qu'un phénomène français. La croissance, il y a une croissance. Ça se produit un peu partout. Ouais. Moi, j'étais aux Émirats, là, je rentrais ce matin. Ils ont une croissance incroyable. Ils n'en reviennent pas du tout de ce qui se passe. Et ils se disent, le jour où la Chine va un peu s'assouplir, on pourrait y retourner, parce qu'actuellement, c'est quand même assez fermé. Il va y avoir encore des effets. Donc, je dirais, dans la croissance, il y en a encore sous le pied dans le monde. Et effectivement, il y a toujours des aléas. Après, qu'il y ait de l'inflation quand il y a des périodes de surchauffe, c'est les lois de l'économie. Des problèmes d'offre et de la demande, que ça se traduise par de l'inflation. Dont certains experts disent qu'elle va se tasser. Il y a une vraie poussée, mais c'est assez logique. Il faut gérer ça, c'est tout. Je vais faire un petit mouvement de tête sur l'inflation. C'est conjoncturel ou pas? Ou est-ce parce que c'est sur l'énergie, c'est sur l'électricité, le gaz, enfin c'est quand même des choses importantes. Non, mais les États-Unis sont en train de le dire. La Fed va le dire sans doute aujourd'hui. Ça n'est pas transitoire. C'est durable. Donc on s'installe avec une inflation qui va encore progresser, qui va aller au-delà des... Alors aux États-Unis, c'est au-dessus de 6%, c'est pas le cas chez nous. L'Allemagne a une inflation assez haute, à 5,5%. Voilà. Et donc, on est à 2,7% en France.
Et voilà. Et puis avec la hausse des salaires, on est quand même dans une spirale plutôt inflationniste. Des tensions sur les prix, sur l'alimentaire. Vous le disiez vous-même, le prix de la farine plus 40%. Des pâtes, donc c'est-à-dire le blé, l'énergie. Le gaz plus 40%. Justement, il y a quand même un débat qui est posé aux collaborateurs, puisque là on parle de l'économie, c'est-à-dire c'est quelque chose d'assez large, l'économie va bien. Rentrons un tout petit peu dans le détail. Là on voit l'étude Robert Half qui dit globalement que les cadres ont pris un peu le pouvoir et qu'ils ont aujourd'hui la main. 44% d'entre eux disent qu'ils attendent une augmentation nette de leur salaire pour 2022, c'est-à-dire qu'on est dans les négociations. Est-ce qu'il faut continuer à accentuer l'idée d'une participation, de faire ruisseler les fruits de cette réussite économique? Parce que vous dites ça, on cartonne, les carnets sont pleins. Est-ce qu'il faut augmenter les salaires? Oui, il faut augmenter les salaires. Oui, bien sûr. Non, mais il n'y a pas de doute là-dessus. D'abord, il faut quand même regarder un peu en arrière. La France a peu augmenté ses salaires ces dernières années. Au fond, peu ou prou, les gains de pouvoir d'achat ont été limités. On dit souvent, et c'est pas faux, que les bas salaires sont bas en France. Alors, il y a quand même des exos de charges sociales pour... Donc finalement, après quand même quelques efforts faits, pas dans toutes les entreprises, mais il y a dans les secteurs qui ont eu du mal en 2020, ça a serré les boulons. Il y a pas mal de secteurs qui ont fait 0% d'augmentation. Qu'aujourd'hui, on se retrouve effectivement avec des attentes et des expectations salariales, ça paraît assez logique. Que des gens veulent valoriser leurs valeurs et leurs compétences à titre individuel dans une entreprise en fonction de ce qu'ils apportent, à partir du moment où effectivement on a un peu serré sur les augmentations, y compris dans les NAO dans les 10 dernières années en France. Tout ceci n'a rien d'extraordinaire. Mais qui risque d'enclencher Et je pense qu'il faut le dire, que des salariés s'expriment, qui demandent... Moi, ça paraît tout à fait normal. Les pays où les salariés disent rien, c'est plutôt les pays un peu inquiétants. Si vous voulez, c'est pas des démocraties, Dans les entreprises, on a envie que les gens disent s'ils ne sont pas contents de leur salaire, qu'ils le disent. Il vaut mieux ça. Alors, on peut les donner, on peut répondre ou pas, que d'avoir des gens qui n'osent pas dire ce qu'ils pensent, qui mettent les sujets sous le tapis et qui sont frustrés. Et qui peuvent, après tout, s'en aller. Moi, je préfère un salarié qui me dit « je reste », mais j'ai envie de rediscuter, plutôt que le salarié qui vous dit du jour au lendemain, je me barre. Trouver autre chose. Alors que ça faisait 6 mois qu'il cherchait, ou 3 mois, et puis il disparaît, et très honnêtement... Et c'est un talent qui disparaît. Une démission, on ne le dira jamais assez, c'est un problème. Pour autant vous avez des tensions, je veux dire, sur vos cadres, sur vos managers, qui vous disent, écoute, j'ai donné, maintenant il faut un petit peu empocher. Moi, je suis dans le domaine de la high-tech, de l'informatique, du digital, donc il y a toujours eu... nous, on a toujours en tension depuis longtemps. Moi, je pense qu'effectivement, si les entreprises marchent mieux, si l'économie va mieux, si on fait des meilleurs résultats, on peut augmenter les salaires. Mais je le modère un peu parce qu'en fait, ça m'amuse parce que j'étais aux États-Unis, à Boston, il y a 2 semaines. Et donc, effectivement, il y a pas mal de tensions là-bas aussi. Et j'ai rencontré une société de conseil en informatique et donc, en fait, qui a augmenté ses ingénieurs de 70%. 70% cette année. Pour les garder. 70%. Oui. Mais sauf qu'en fait, aux États-Unis, quand on augmente quelqu'un de 70%, on l'augmente. Et puis après, si jamais il n'y a plus de marché, on licencie. Et puis ils partent le mois suivant. Donc en fait... mais vous soulevez un problème là qui est très français. C'est-à-dire que vous dites, j'augmente, mais je ne peux pas me séparer d'un collaborateur. C'est juste pour dire l'état d'esprit d'un chef d'entreprise, c'est qu'à un moment donné, quand il augmente quelqu'un en France, il l'augmente et après, ça ne rebaisse pas. Ça ne rebaisse pas. Et si jamais il veut se séparer des personnes parce qu'il a une masse salariale trop importante par rapport aux résultats qu'il fait... Pour lui, c'est un coût. Et ça peut être 1 ou 2 ans d'indemnité par salarié. S'ils sont là depuis 10, 15, 20 ans. Attendez, donc en fait, il faut qu'on fasse quand même attention. Si on marche mieux, on peut augmenter les salaires, mais il faut qu'on fasse quand même attention à ce qu'il n'y ait pas, ce que Marine disait, une perte de confiance, et puis que derrière... Donc en fait, pour le dire simplement... On ait moins de revenus. Vous dites qu'il ne faut pas qu'on soit pris au piège, parce que si on a un reflux de l'économie, mes salariés sont augmentés, je veux m'en séparer, pour moi c'est un coût. Donc il faudrait assouplir et fluidifier le marché pour qu'il y ait un jeu entre les salaires et les... Et c'est là où tout à l'heure vous parliez de la participation. Moi je suis assez favorable à un certain niveau, je veux dire, pour des cadres, etc., qu'on pousse pas mal le variable dans des périodes comme ça. C'est ça. Le variable. Ça permet de donner pas mal et d'être ajusté, de pouvoir donner le plus de valeur possible aux salariés. Vous en pensez quoi? Parce que là, on touche du doigt sur cette étude Robert Half, où d'abord, il y en a 44% qui disent qu'ils attendent une augmentation significative. Donc, ce n'est pas une petite augmentation. Il y a quand même ce débat qui est posé par les chefs d'entreprise, qui disent, attendez, nous, on peut, mais derrière, on ne peut pas faire rebaisser le salaire quand l'économie va mal. Donc, le salaire, il reste haut. Et ça, c'est un coût. On revoit le modèle, parce que finalement, Cyril de Kérad nous dit qu'il faut toucher un peu au modèle.
Voilà, la structure, il faut toucher au mur là. Mais en fait, il n'y a pas eu beaucoup d'augmentation pendant la période de Covid. Donc on en a un petit peu sous le pied. Et comme vous le disiez, l'INSEE est sérieuse et dit que le pouvoir d'achat des Français va baisser au premier semestre 2022. Oui, il faut voir les augmentations en face. Moins 0,5%. Donc cela justifierait des augmentations de salaire. Mais de là à toucher à notre modèle, qui est un peu un modèle très français, puisqu'on dit souvent, chez les anglo-saxons, la fluidité du marché fait qu'on peut entrer et sortir d'un emploi, ça coûte moins cher aux chefs d'entreprise. C'est ce que vous soulevez comme sujet. Non, mais par contre, le sujet de l'augmentation, ne serait-ce que de l'inflation, il n'y a pas de débat. D'accord, non, mais là c'est sûr. Attendez, là c'est une augmentation significative. Voilà. C'est 300, 400, 500, significatif. Ouais. C'est ça dont on parle. Après, bon, les entreprises ont une palette d'outils. Effectivement, on parlait de participation, intéressement, il y a les variables, il y a les bénéfices, enfin les avantages divers et variés en matière d'avantages complémentaires, rémunération, les voitures. Enfin, il y a pas mal de choses sur lesquelles on peut jouer quand même aussi, de toute façon, pour la fidélisation. Après, très honnêtement, les salariés français, si on parle de la France, ils ont plutôt tendance à être fidèles. C'est-à-dire que la pénurie de cadres, elle existait déjà, très honnêtement, avant. C'est vrai. Et en fait, l'état du marché du travail, c'est-à-dire les options sur le marché du travail sont plutôt sous-estimées. Moi, c'est ma vision en tant que DRH, parce que donc ils restent dans les entreprises. Donc il y a quand même une fidélité, mais j'ai envie de dire partagée. Alors, Jean-Christophe, d'accord, des contrats. Il y en a 47% qui se déclarent prêts dans l'étude Robert Half, 47%, je ne sais pas s'ils vont le faire, qui se déclarent prêts à déménager à la campagne. C'est-à-dire qu'il y a quand même aussi une forme de mobilité depuis le Covid où ils se disent bon, je pars, quoi. Oui, mais déménager à la campagne, ça ne veut pas dire quitter son employeur aujourd'hui. Non, ça veut dire rester en télétravail. Oui, c'est autre chose. Ça veut dire réaménager son organisation de vie. Des attentes, et ça aussi, ça fait partie des réponses des entreprises. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a des attentes qui sont un peu différentes, notamment en termes de souplesse, télétravail, etc., répondons aussi à ces attentes. Il n'y a pas que la variable rémunération, bien évidemment. Alors, au même moment, il y a les cadres qui demandent l'exemptation. C'est juste une information qui est liée au salaire, c'est qu'il n'y aura pas de dégel du point d'indice dans la fonction publique, et que vous avez vu qu'il y a une grève qui est en négociation, enfin, qui est annoncée, mais le ministre négocie pour qu'elle n'ait pas lieu sur ce premier week-end de départ en vacances. Et l'argument, c'est l'augmentation des salaires qui n'a pas eu lieu, disent les syndicats de la SNCF. Voilà, pour mettre en contrepoint. Donc, pas de dégel du point d'indice chez les fonctionnaires, qui eux aussi, d'ailleurs, n'ont pas vu leur rémunération progresser. Faisons la bascule pour terminer l'émission. C'est ces fameux demandeurs d'emploi. On en parle beaucoup sur ce plateau, puisqu'il y avait une annonce de la ministre qui a dit « Nous allons contrôler et détacher des collaborateurs de Pôle emploi pour qu'ils puissent vérifier si les personnes cherchent réellement un emploi, si elles sont véritablement motivées ou si elles ne font que finalement empocher les indemnités. 1 sur 7 seulement serait hors la loi. Seulement 15%. C'est déjà pas mal quand même. 1 sur 7, c'est pas mal. Donc ça vous choque ce chiffre ? Moi, ça me choque. Moi, je trouve 1 sur 7 ne respecte pas les règles. Je trouve fondamental de mettre plus de contrôle. Parce qu'en fait, il faut bien voir que, moi, c'est ce que je constate, il y a eu quand même une déviance petit à petit, où en fait, maintenant, prendre son droit à chômage, c'est quelque chose. C'est devenu un dû. C'est un dû. Et même aujourd'hui, dans des sociétés, même des jeunes aujourd'hui, qui rentrent sur le marché du travail, dans des métiers peut-être un peu difficiles, disent, au bout de 6 mois, ils sortent pour toucher le chômage, et ils disent, en début de carrière, ils disent, je vais quand même pas bosser toute ma vie, quoi. Et donc ça, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon qu'en fait, on gère sa carrière comme ça, en se disant, dès le moment où je travaille pas, contrat, je m'arrête. Voilà, c'est pas normal, quoi. Enfin, je veux il faudra travailler 6 mois, avant ces 4 mois, la réforme. Donc il faut que ce soit contrôlé, parce que sinon on va arriver à un moment donné où la couverture chômage, ce sera nul, quoi. Il y aura pratiquement rien, parce qu'en fait, si tout le monde tire comme ça, on peut pas y arriver, quoi. Pour ou contre 1 sur 7, avec l'idée que cette année, donc, il y a eu 480 000 de têtes contrôle, et qu'on va passer à plus de 500 000, dit la ministre, en 2022, c'est-à-dire continuer à ne pas lâcher, à maintenir la pression. 1 sur 7, c'est un chiffre signifiant pour vous ? Est-ce que ça ne démonte pas un peu les fantasmes qu'on avait de se dire que les demandeurs d'emploi ne cherchaient pas beaucoup ? Oui, 6 sur 7 cherchent un emploi. C'est ça. Oui. Tout à fait. C'est une mesure, pour moi, c'est un peu politique aussi. C'est-à-dire qu'on est en campagne présidentielle, sauf pour un des candidats qui ne s'est pas encore déclaré. Et donc, il faut montrer quand même qu'on accentue les contrôles, qu'on cherche à faire des économies. Et ça, c'est une mesure qui est assez facile. Les chômeurs ne vont pas descendre dans la rue parce qu'ils sont trop contrôlés. Jamais.
Voilà, et c'est nécessaire, effectivement. Mais par contre, j'attire l'attention, j'avais déjà parlé de ça, mais tous ceux qui sont au salaire minimum, au SMIC, n'ont pas forcément... enfin, ils ont un rapport au travail qui est assez flou, parce que parfois c'est plus facile pour eux. Enfin, c'est pas plus facile, c'est plus l'écart entre je travaille économique pas de ne pas travailler parce qu'ils ne payent pas de garde d'enfants. Par rapport aux aides, pas de fuel, voilà, et ils gardent leurs aides. Et donc, ça leur coûte de l'argent de travailler, en fait. Il y a un calcul qui se fait, un arbitrage qui se fait entre le travail et... c'est pas de leur faute. C'est que... le modèle social, puisqu'on en revient au modèle. Ils attendent d'arriver en fin de droit pour rechercher du travail. Et donc, il y a un problème, effectivement, sur les bas salaires. Parce que aller travailler et que ça nous coûte de l'argent en dépenses de voiture, de garde d'enfants, c'est quand même des frais énormes. C'est ce qu'on entend. Et vu les augmentations, et donc, d'ailleurs, c'est vraiment très important. Voilà. Et ça, on ne peut pas les blâmer. Jean-Christophe Sibéras, puisqu'on a commencé l'émission en disant que vous aviez été RH à l'origine, en 2008, de cette entité Pôle emploi. J'ai lu qu'en 2017, il y avait 190 000, je crois, encore une fois, de têtes de contrôle. Là, on est en train de passer presque la barre des 500 000. C'est nécessaire, utile, de ventiler, je dirais, les collaborateurs qui sont là pour accompagner à faire du contrôle, puisque là globalement, c'est à périmètre égal en termes de salariés et Pôle emploi. Hein. Oui, non, mais il y a toujours du contrôle à Pôle emploi. Là, c'est l'idée de mettre un peu plus de monde sur la secteur du contrôle, qui n'occupe pas du tout la majorité des agents de Pôle emploi, parce que la plupart des agents de Pôle emploi, ils s'occupent de l'indemnisation et de l'accompagnement et du retour à l'emploi. Bon, ce qui est vrai, c'est que la ministre, elle soutient, je crois qu'il s'est dit à un moment où la question des pénuries de main-d'œuvre et des tensions dans certains métiers sont des questions extrêmement criantes. Donc c'est difficile pour la ministre du Travail de constater à la fois qu'il y a des pénuries de main-d'œuvre et qu'il y a en même temps un taux de chômage qui, même s'il baisse, reste quand même très supérieur à la plupart des pays très élevés voisins. C'est vrai. Bon, donc ça me paraît, ça, c'est vrai, ça me paraît d'une logique absolue. Quand on regarde qui est radié, il faut être clair, c'est les gens qui ne se présentent pas à deux convocations de suite. C'est ça. Donc c'est plutôt en fait de la radiation, d'ailleurs, qui se fait souvent de manière très, très automatique. C'est mécanique. Ou parfois des gens qui oublient, entre guillemets, de déclarer qu'ils ont repris un boulot pendant qu'ils sont encore inscrits à Pôle emploi. Donc il y a aussi quelques oublis et du coup, mécaniquement, on fait des croisements de fichiers et on arrive à les exclure. Donc c'est ça la réalité. Par contre, ce qu'il faut attendre de Pôle emploi, c'est d'accompagner les 6 sur 7. Parce que les questions de pénurie de main-d'œuvre, ça ressort dans l'étude. Hein. Ils ont besoin d'aide. Hein. Ben oui. Et puis, il y a des besoins en compétences. Il faut se tourner vers l'économie, que les entreprises ont besoin de gens compétents. Si elles ont du mal à trouver des gens, il y a des gens sans emploi. La priorité des priorités, c'est la montée en compétences et l'adaptation des compétences aux besoins de l'économie. Quand on affine, vous nous dites effectivement, on a une population de demandeurs d'emploi et on a une pénurie. Sauf que quand on affine un peu les dossiers, on s'aperçoit en fait que ça se croise. C'est que les besoins des entreprises, ils ne trouvent pas chaussures à leurs pieds dans ce vivier de demandeurs d'emploi. Que fait-on justement alors qu'on a effectivement des manœuvres disponibles, que fait-on pour que ça matche entre les besoins des boîtes et les capacités que n'ont pas toujours, bien sûr, les demandeurs d'emploi, sachant que les entreprises, soyons clairs, elles ont des niveaux d'exigence qui n'ont pas eu tendance à se diminuer ces dernières années, évidemment. Et que nous, on demande beaucoup de choses aussi aux gens, c'est normal, mais en même temps, il faut aussi aider ceux qui peuvent... Ils le disent, ils ont besoin d'aide. Une partie interrogée disent, on a besoin d'être accompagnés. Moi, je suis assez d'accord là-dessus. Je pense que la formation, c'est hyper important, et je vois aux EDC, là... on a, aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens, on accompagne les écoles de production. Et donc, c'est des écoles... On en a parlé sur ce plateau. Oui, où en fait, on a des jeunes qu'on forme à des métiers assez pratiques d'usinage. Une dans le Loir-et-Cher. Une dans le Loir-et-Cher. Oui, exactement. Et en fait, derrière, ils ont 3 offres de postes derrière. On se les arrache. Et moi, je pense que c'est vraiment important. Je suis très d'accord avec ça, qu'on essaye d'enlever le chômage de masse en essayant de mettre beaucoup de moyens pour réadapter le plus vite possible, le plus vite, en tout cas, réhabiliter les gens pour être sur des emplois où on cherche de la main-d'œuvre. C'était des NEET, pour utiliser ce mot un peu barbare, qui étaient des jeunes sortis un peu des couloirs scolaires qui étaient dans des impasses et qui en fait retrouvent un boulot. Travailler sur un boulot où il y a de la demande. Et qui se font chasser d'ailleurs par les entreprises du bassin du Loir-et-Cher et du Loiret. Cette question parce que quand on le pose sur la table de manière très mécanique, on se dit oui, effectivement, il y a une pénurie gigantesque. Et en face, on a plus de 5 millions de demandeurs d'emploi. Mais comment on en est arrivé là ? C'est contraire au bon sens. Oui, effectivement. C'est exactement ça. Oui, c'est... Mais il y a quand même un problème géographique d'adaptation
Et on est les quand même. entreprises et des... On a un niveau de chômage. Quand je compare avec nos activités qu'on a aux États-Unis, oui, c'est sûr qu'aux États-Unis, une fois qu'on n'a plus de boulot, on n'a pas d'assistance. On a 15 jours donc, en fait, on recherche du travail. Et comme c'est un peu souple, alors je ne dis pas que le c'est violent aux États-Unis, il faut le dire. On peut avoir 15 jours et 15 jours d'indemnité, on sort. Attendez, les États-Unis, c'est un système assez brutal. Assez brutal, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, de ce point de vue, moi j'ai beaucoup travaillé dans les entreprises, on avait beaucoup d'usines aux États-Unis. Bon, ils vivent là-dessus, ils ont l'habitude, ils trouvent ça normal, mais nous, on a quand même un fonctionnement un peu différent. C'est notre modèle. Bon, chacun a un peu son modèle de fonctionnement. Ce qui est vrai, la vraie question, elle est reposée par ces questions c'est comment se fait-il que la France, on puisse admettre, j'ai entendu tout à l'heure, que le niveau de plein emploi, c'est 5,5-6%, exact. alors que la plupart des autres pays, c'est ils se baladent à 3-4. À 3, bien sûr. Donc, effectivement, il y a un vrai sujet, c'est ces 3 de différence, qui nous coûte cher, parce que quand même... Le chômage structurel, Qu'est-ce qu'on fait pour s'y attaquer? Mais je crois que la vraie réponse, c'est les inadéquations de compétences. Mais évidemment. Parce que nous, si on a des boulots dans les boîtes et qu'on ne trouve pas des gens, c'est très simple. C'est qu'il n'y a pas les... ça ne matche pas. Oui, un tout petit mot, Marine Balançard, pour clore ce débat, parce que c'est un sujet même de débat qu'on pourra réouvrir, c'est l'inadéquation entre l'offre et la demande. Oui, mais les salaires, les bas salaires ne sont pas suffisants, à mon avis, pour faire... La France a, depuis 30 ans, du chômage de masse et on est encore maintenant au-dessus de la moyenne européenne. Donc, vous vous rappelez de cette phrase, on a tout essayé. C'est un homme politique bien célèbre. On a tout... Déprimant, la phrase la plus déprimante. On a tout essayé. Alors, Mitterrand ou Jospin? C'était Mitterrand, nous sommes d'accord. J'hésitais, c'est pour ça que je n'avais pas donné ma source. Merci, c'était un vrai plaisir de partager ce débat sur les salaires. On va le suivre de près, évidemment, puisque c'est la fin de l'année, puis on traitera de ces questions dans le cercle RH, évidemment, très régulièrement. Merci à Marine Balançard, DG du cabinet de formation et de conseil Ariséal. Merci à Jean-Christophe Sibéras d'être venu nous rejoindre, président de New Bridges, qui est un cabinet de conseil qui accompagne les entreprises sur les questions RH, c'est ça, à l'international. Sur les questions de relations sociales à l'international. À l'international, je ne vous avais pas présenté précisément. Cyril de Keral, merci Cyril d'être venu, PDG de Powell Software et membre des EDC, des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et vous allez deviner quoi? Eh bien, c'est la pénurie de talent dans la tech. Ah oui, tiens, on en parle.